Ce fut un bruit de déchirure sec et bref, comme un ongle griffant un tissu tendu. Lucas s'immobilisa, les mains encore en l'air, tel quelqu'un tentant de rattraper un verre déjà brisé au sol. Le bon, plié en 4, froissé à force d'avoir séjourné dans une poche, arborant un tampon officiel et une signature à l'encre bleue, s'effondra en morceaux sur le sol étincelant du hall. La gérante ne s'y a même pas. Talons hauts, parfum de créateur, posture impeccable. Elle expulsa un rire silencieux par le nez. Suivant. Lucas resta figé. On voyait qu'il hésitait entre se recomposer ou ravaler sa honte. Il entr'ouvrit la bouche, puis la referma. Son visage brûlait. Ses doigts étaient rouges à force d'avoir serré le papier. Dans un fauteuil près de la porte à tambour, un homme portant une veste en laine et une écharpe, mal rasé et au regard tranquille, leva les yeux de son téléphone portable pile au moment où le papier se déchirait. Il ne semblait pas important, il ne semblait être personne, juste un autre individu qui attendait. Mais la façon dont son pouce cessa de glisser sur l'écran fut comme si le monde entier venait de se mettre en pause. Lucas tenta de parler. « Madame, s'il vous plaît. » La gérante leva une main comme pour interrompre l'aboiement d'un chien. « Il n'y a pas de s'il vous plaît ici. » J'ai dit suivant. Une dame âgée, un sac de luxe au bras, s'avança sans remarquer la scène, ou peut-être l'avait-elle remarqué et décidé de ne pas intervenir. Lucas fit un pas de côté automatiquement, comme si son corps était entraîné à ne pas occuper d'espace. Et puis, avant que le silence ne fasse le reste, il s'accroupit lentement et commença à ramasser les morceaux du bon éparpillés sur le sol. Le hall de ce gîte de luxe en Provence était magnifique. Il sentait le café fraîchement moulu et la propreté immaculée. Il y avait un sapin de Noël près de l'escalier avec de petites lumières, discrètes et élégantes. Un piano automatique jouait une mélodie que personne n'écoutait, juste pour rappeler à tous que tout ici était de bon goût. Et au milieu de tout cela, un garçon vêtu simplement, aux baskets usées, était agenouillé, tentant de sauver un morceau de papier déchiré comme s'il s'agissait du dernier vestige de sa dignité. Lucas collait un morceau contre l'autre, joignant les extrémités comme si le papier pouvait guérir de lui-même. Son pouce tremblait. L'un des morceaux était tombé près de la plinthe dorée et il dut étirer le bras presque jusqu'au sol pour l'atteindre. La dame au sac se racla la gorge bruyamment, avec impatience. « Ma petite, allons, » dit-elle en regardant la gérante comme pour s'excuser de la présence de gens hors normes en ces lieux. La gérante sourit à la femme avec la même rapidité qu'elle avait mis à se montrer glaciale avec le garçon. « Bien sûr, Madame Mercier, un instant. » Lucas rassembla le tout dans la paume de sa main et se leva. Il garda la tête basse, trop effrayé pour croiser le regard de quiconque. Pourtant, il essaya à nouveau d'une voix étranglée. « Ce bon vient des cuisines de la Fondation Saint-Lazare. Ils ont dit qu'ici, qu'aujourd'hui. » La gérante inclina la tête comme si elle écoutait un enfant inventer une histoire. « Une fondation, » répéta-t-elle lentement, savourant presque le mot avec mépris. « C'est un gîte de luxe, mon chéri, ce n'est pas un bistrot. Mais ils m'ont donné. » Il tendit les morceaux comme preuve. « Je les ai apportés. Ils sont tamponnés. » Elle jeta un coup d'œil rapide de loin, sans rien toucher, comme si elle avait peur de se salir les doigts. « Et maintenant, c'est déchiré. Ce n'est pas mon problème. » Lucas se mordit la lèvre. Une femme de ménage passa avec un chariot. Le garçon tenta de se frayer un chemin en se collant au mur. La femme de ménage le regarda d'un œil rapide et fatigué, de ceux qui reconnaissent la honte d'autrui sans avoir besoin de parler. Avant de disparaître dans le couloir, elle chuchota, « Reste là. Ne pars pas. » Lucas ne répondit pas. Il tenait simplement les morceaux du bon à deux mains, comme on tient une assiette précieuse. La gérante s'occupait déjà de Madame Mercier, complimentant son écharpe, demandant des nouvelles de son petit-fils, riant du froid venu de Lyon comme s'il s'agissait d'une plaisanterie mondaine. Une fois terminée, elle appela un autre client. Lucas restait là, invisible, attendant qu'un trou se forme dans le monde pour y cacher son visage. L'homme à la veste en laine se leva lentement. Il marcha vers une colonne comme s'il voulait simplement mieux admirer la décoration, mais son regard était fixé sur le garçon et la gérante. Il ne semblait pas en colère, il semblait attentif, comme s'il comptait des points, comme s'il prenait des notes intérieurement. Lucas prit une grande inspiration, gonfla sa poitrine et se dirigea vers le comptoir une fois de plus, cette fois sans personne devant lui. Il ne voulait pas pleurer,
mais son corps s'y préparait déjà avec ce tremblement traître au niveau du menton. « Madame, je ne demande aucune faveur. Je suis juste. » Il avala sa salive. « Je suis juste venu manger. Juste aujourd'hui. » La gérante resta silencieuse un instant, et c'est à cet instant qu'elle commit une erreur. Elle le regarda avec une irritation authentique, sans dissimulation, comme s'il avait souillé le décor, et saisit les morceaux du bon d'un coup sec avec 2 doigts, le tenant par le bout comme si c'était une ordure. Elle le leva à hauteur de son visage pour qu'il puisse bien voir. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-elle. Lucas ne comprit pas la question, il resta à la fixer. Elle secoua les petits morceaux en l'air. « C'est juste un moyen d'entrer dans des endroits où tu ne devrais pas entrer. Et je ne serai pas la gérante qui laisse ce gîte devenir un désastre juste parce que quelqu'un est arrivé avec du papier froissé. » Elle ouvrit un tiroir du comptoir et fit mine de le jeter. Lucas tendit la main trop vite et son doigt effleura le poignet de la femme un instant. Ce fut un contact infime et désespéré. La gérante retira son bras comme si elle avait reçu une décharge électrique. « Ne me touchez pas, dit-elle à voix basse, mais avec dureté. Lucas se figea. Sa main resta suspendue en l'air, vide. Il recula d'un pas, comme s'il avait reçu une gifle. L'homme à la veste en laine près de la colonne ne détourna pas le regard, il sortit simplement son téléphone portable de sa poche. L'écran s'illumina, son doigt appuya sur quelque chose et derrière le comptoir, une lumière discrète clignota une fois, comme si un système venait de recevoir un ordre. La gérante ne le vit pas. Elle était trop occupée à défendre le bon goût des lieux. Et Lucas, l'estomac grondant en silence, vit le tiroir se refermer comme une porte claquée de l'intérieur. Les talons de la gérante résonnèrent 2 fois sur le sol alors qu'elle s'éloignait du comptoir, comme pour marquer son territoire. Elle se mit sur le côté, prit un verre d'eau glacée sur le buffet et but lentement, regardant par-dessus le verre sans se presser. Lucas restait là, debout, indécis entre partir ou persister jusqu'à disparaître complètement. La musique du piano changea pour quelque chose de plus joyeux. Cela rendit tout encore pire. Il mit la main dans sa poche cherchant quelque chose qu'il ne connaissait même pas. Il ne trouva que des bouts de papier et une pièce chaude. La pièce sentait la rue, les mains moites, le TER. Il serra le poing. Son visage se durcit dans une tentative infantile d'être un homme. Derrière lui, 2 adolescents prenaient des photos près du sapin de Noël. Il riait doucement, comme si le gîte n'existait que comme toile de fond. Un monsieur en costume passa en parlant au téléphone sans même remarquer le garçon. La femme de ménage revint par le couloir en poussant son chariot. En voyant que Lucas était toujours là, elle ralentit le pas. « Et » chuchota-t-elle presque sans voix en passant. « C'est toi le garçon au ticket » Lucas acquiesça sans lever les yeux. « Ne reste pas au milieu du passage, dit-elle. Viens ici sur le côté, près du couloir. » Elle parlait comme si elle donnait des instructions de survie, et c'est ce qu'il fit. Il s'appuya contre le mur près du couloir de l'ascenseur, là où la lumière était un peu plus tamisée et où les gens passaient sans regarder. La femme de ménage s'arrêta à ses côtés une seconde, feignant d'ajuster un chiffon sur le chariot. « Comment t'appelles-tu » ? « Lucas. »« Je suis Monique, » dit-elle en jetant un coup d'œil rapide vers le comptoir. « Tu viens de la fondation » ? « Oui. » Ils ont dit qu'il y avait un repas pour les gens qui... Il se tut. Il ne voulait pas dire pauvre. Il sentait comme si le mot était resté coincé dans sa gorge. Monique comprit sans qu'il ne dise rien. Et ils t'ont donné un bon tamponnet ? Oui. Monique fronça les sourcils, mais sans faire de scandale. C'était la pure colère de quelqu'un qui a vu cela trop souvent. Elle n'aurait pas dû faire ça. Lucas haussa les épaules, mais son corps ne suivit pas. Son épaule monta et descendit, et ses yeux brillèrent un instant. Je ne voulais pas déranger, j'ai juste faim. Monique prit une profonde inspiration, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Il y a quelqu'un ici ? Maman, papa ? Lucas secoua la tête. Je suis venu seul. Monique regarda ses chaussures, les lacets fins et usés. Puis elle regarda ses petites mains aux ongles trop courts, comme s'il les rongeait de nervosité. Reste ici. Ne pars pas, dit-elle avec fermeté. Tu n'as rien fait de mal. Lucas ne répondit pas, mais il resta.
Monique continua de pousser le chariot jusqu'au bout du couloir et disparut par une porte de service. Lucas entendit le clic de la serrure. Son cœur battait plus vite, comme s'il avait fait quelque chose d'interdit rien qu'en lui parlant. De l'autre côté de la salle, la gérante continuait de s'occuper des clients. Elle souriait, notait des choses sur une tablette, appelait les clients par leur nom. Elle avait un talent spécial pour que chaque personne se sente unique, tant qu'elle venait habillée convenablement, avec un parfum cher, un sac de marque, de la prestance. L'homme à la veste en laine se rassit dans le fauteuil, ouvrit son téléphone et manipula quelque chose avec calme. Puis il le rangea. Il semblait avoir tout manqué, mais ses yeux, en se levant, revenaient toujours au même endroit, le garçon appuyé contre le mur, essayant d'exister sans gêner. Des minutes passèrent qui semblèrent durer 1 heure. Lucas commença à sentir cette sensation de faiblesse et de lucidité typique de ceux qui n'ont pas bien mangé. Sa bouche s'assécha, il avala sa salive, mais rien ne vint. Il regarda la grande horloge au mur, une belle horloge ronde et dorée, et se demanda si le mot « repas » existait encore ou si c'était un mot qui avait été annulé ce jour-là. Ce fut alors que la gérante le regarda finalement à nouveau. Elle le fit comme si elle remarquait une tache sur une vitre. « Tu es encore là ?» La voix était si forte que certains l'entendirent. Ce n'était pas un cri, c'était pire, c'était du contrôle. Lucas s'appuya contre le mur en essayant de se faire tout petit, mais répondit « Je n'ai nulle part où aller ». Quelques têtes se tournèrent, une dame serra son sac contre elle. Un homme regarda ses propres chaussures. Personne ne dit rien. La gérante sortit de derrière le comptoir et traversa la salle d'un pas décidé. Elle s'arrêta face à lui, trop près. Son parfum était intense, sucré, presque écœurant. « Écoute, dit-elle à voix basse, comme si elle donnait un conseil. Il y a des endroits en ville qui peuvent t'aider, mais ici ce n'en est pas un, tu comprends ? » Lucas hocha la tête par réflexe. Elle signala la porte du menton. « Allez. » Lucas regarda la porte à tambour. Dehors, il voyait la rue grise, les gens pressés, un vent froid. Il avala difficilement sa salive et, dans une impulsion, dit ce qu'il ne devait pas avec la plus grande sincérité possible. « Je voulais juste manger à l'intérieur. Juste une fois, juste pour ne pas me sentir, je ne sais pas. Différent. » La gérante rit doucement entre ses dents. « Différent. » Elle inclina la tête. « Tu es différent, oui, et c'est pour ça que tu ne peux pas rester ici. » Lucas resta immobile, le regard fixé au sol, comme s'il cherchait de nouveau le bon déchiré. Un nœud se forma dans sa gorge. Son corps retenait les larmes de toutes ses forces. Et ce fut à ce moment que l'homme à la veste en laine, Pierre, se leva sans se presser, mais avec un poids qui changea l'atmosphère. Il s'approcha et s'arrêta à environ 2 mètres de la gérante. Il n'intervint pas pour le garçon, il n'éleva pas la voix, il parla simplement comme s'il demandait l'heure. « Excusez-moi, dit-il en regardant la gérante. Est-ce vous qui êtes responsable du service client aujourd'hui ? » La gérante se tourna avec un sourire automatique, de ceux qu'on obtient avec de la pratique. Son visage changea en une demi-seconde. « Oui, monsieur. Puis-je vous aider ?» L'homme regarda l'enfant du coin de l'œil puis se tourna vers elle. « J'ai vu ce qui s'est passé avec le bon. » Son sourire vacilla un instant, mais revint aussitôt. « Monsieur, je gère une affaire interne. »« Non, j'ai vu, répéta-t-il. Le mot était simple, mais il ferma la conversation comme une porte. La gérante prit une grande inspiration et tenta de garder son calme. Ce garçon n'avait pas l'autorisation pour. « Qui décide des autorisations ?» demanda-t-il sans ironie, simplement avec logique. Elle cligna des yeux. Elle tenta de répondre avec rapidité et fermeté. « Je gère les entrées. » Et donc c'était votre décision de déchirer le bon. Elle rit de nouveau comme si c'était une exagération. Ce n'est pas tout à fait exact. C'était un document invalide. L'homme laissa le silence tomber entre eux, comme pour lui donner l'espace d'écouter ses propres paroles. Puis il parla. La Fondation Saint-Lazare est sur la liste des partenaires de ce gîte. La gérante s'arrêta une seconde. Son regard se dirigea rapidement vers le comptoir, puis vers la tablette, et enfin vers son esprit. Elle ne comprenait pas pourquoi cet inconnu lui posait des questions si pertinentes. « Oui, elle l'est, répondit-elle,
choisissant ses mots avec autant de soin que quelqu'un marchant sur de la glace. L'homme acquiesça. Donc c'était valide. La gérante serra la mâchoire. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Il sourit pour la première fois. Un petit sourire sans vanité. Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas encore. Lucas leva les yeux pour la première fois, très lentement. L'homme à la veste en laine et à l'écharpe ne ressemblait pas à un héros, il ressemblait à une personne ordinaire qui avait décidé de cesser de tolérer l'intolérable. Et la gérante, pour la première fois, ne savait pas quel masque porteur. Valérie redressa les épaules comme si la question avait ébranlé toute la structure du gîte. Le sourire était toujours là, mais il semblait maintenant collé. « Monsieur, je travaille, dit-elle lentement, comme si elle parlait à quelqu'un de difficile. Si vous souhaitez déposer une plainte, il existe un canal formel. » L'homme à la veste en laine ne changea pas de ton. « Je veux juste comprendre une chose. Déchirer le bon. Se moquer de votre partenaire et renvoyer un enfant. C'est ça, le travail ? » Le mot « enfant » était troublant, non par compassion, mais par l'image qu'il renvoyait. La gérante jeta un coup d'œil rapide autour d'elle et remarqua que deux personnes proches avaient cessé de faire semblant de ne pas entendre. Lucas se colla encore plus au mur. Sa gorge luttait pour contenir les larmes. À l'intérieur, il sentait son estomac se tordre comme un petit animal blessé. « Ne faites pas de scandale », chuchota la gérante en regardant le garçon comme s'il était le responsable de la situation. « On t'a déjà fait la remarque, maintenant pars. » L'homme se mit sur le côté, se plaçant entre elle et le chemin vers la porte. Ce n'était pas agressif, c'était simplement catégorique. « Non, il ne partira pas. » La gérante cligna des yeux comme si elle n'avait pas compris. « Comment ça ? » « Il ne part pas, répéta-t-il. Pas parce que vous le lui avez dit. » La gérante lâcha un rire bref, presque nerveux, et remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Son geste était celui de quelqu'un tentant de récupérer le contrôle par un rituel. « Monsieur, je vais vous demander de vous écarter. Vous interférez avec les opérations du gîte. » Elle regarda l'enfant. « Lucas, c'est ça ?» Lucas se figea. Il ne se souvenait pas avoir prononcé son nom près de lui, et c'est ce qui transforma sa peur en une sensation de froid dans l'estomac. « Comment ? Comment savez-vous ? » répondit l'homme simplement. « Tu es venu avec un bon de la Fondation Saint-Lazare. » C'était pour le déjeuner. Lucas acquiesça timidement. Il ne voulait pas d'ennui, il voulait juste. Il s'arrêta au milieu de sa pensée. La phrase resta inachevée. La gérante ouvrit les mains comme si elle était la personne raisonnable ici. « Vous voyez ? Il le dit lui-même. J'ai une responsabilité envers les clients, envers l'environnement, dit-elle en désignant le sol, le couloir, comme si le marbre lui-même était témoin. Ce n'est pas un endroit pour avoir faim, interrompit l'homme doucement, sans élever la voix. La gérante se raidit. Son visage rougit sous le maquillage. Elle regarda autour d'elle cherchant du soutien, comme quelqu'un cherchant un miroir pour se rappeler qui elle est. Monique apparut au début du couloir de service, s'arrêta avec son chariot et resta immobile à observer. Son regard suppliait l'homme, ne le laissez pas. L'homme vit Monique et, sans la fixer pour ne pas la trahir, acquiesça de façon presque imperceptible. Puis il revint vers la gérante. « Où sont les morceaux du bon ?» La gérante croisa les bras. « Je les ai jetés. Il n'y a pas d'amende. » Lucas laissa échapper un son, non, presque sans voix, comme si cela faisait plus mal que l'alarme elle-même. « Madame, s'il vous plaît, c'était la seule chose que j'avais. »« Non, écartez-vous, » dit-elle froidement en se tournant vers l'homme. « Maintenant, monsieur, une dernière fois. Soit vous vous écartez, soit j'appelle la sécurité. » L'homme prit une profonde inspiration, comme s'il ne voulait pas transformer cela en spectacle. « Appelez. » La gérante esquissa un sourire victorieux, comme si elle avait enfin trouvé l'outil adéquat. Elle retourna au comptoir d'un pas ferme, appuya sur un bouton en dessous et parla dans le téléphone interne avec une fausse douceur. « Stéphane, s'il te plaît, viens dans le hall. Nous avons un problème. » Elle raccrocha et avant de revenir, s'assura d'ajuster son col et son badge nominatif. Elle revint comme si elle remontait sur scène. « C'est bon,
problème résolu. L'homme ne bougea pas un muscle. Lucas regarda de nouveau la porte à tambour. Il pensa à fuir. Il pensa à disparaître, mais son corps n'obéissait pas. Il était fatigué, vide à l'intérieur, et quelque chose de différent était là. Quelqu'un lui avait dit non. Monique, depuis son coin dans le couloir, agrippa la poignée du chariot. Ses doigts devinrent blancs. « Garçon » chuchota-t-elle, mais seule elle l'entendit. La gérante se pencha vers Lucas, suffisamment bas pour paraître civilisé, suffisamment haut pour qu'il sente le venin. « Tu crois que tu vas gagner quelque chose avec ça? Tu vas finir encore plus mal. Tu partiras les mains vides et 2 fois plus honteux. » Lucas ferma les yeux une seconde. En les ouvrant, son visage avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du courage, mais la lassitude de recevoir toujours des coups. « J'ai déjà honte » répondit-il à voix basse. « Ça ne peut pas être pire. » L'homme à la veste en laine le regarda avec un respect silencieux, comme si cette phrase venait d'un adulte. « Tu n'as pas besoin de te battre, » dit l'homme à l'enfant. « Reste ici, tranquille. Je vais parler. » Lucas acquiesça, mais ce qu'il voulait vraiment, c'était disparaître. On entendit des pas pressés. Sur le côté. Un homme grand en costume simple avec une radio à la ceinture apparut. Stéphane n'était pas grossier, il était simplement habitué à obéir. Il regarda d'abord la gérante. « Madame Valérie, que s'est-il passé ?» Alors c'était clair. Elle s'appelait Valérie et aimait qu'on l'appelle par son nom avec « Madame » devant tout le monde. Ce garçon perturbe le hall et ce monsieur interfère avec le service, dit Valérie en pointant du menton comme si elle cochait 2 choses sur une liste. Je veux qu'ils partent tous les 2, maintenant. Stéphane regarda l'homme à la veste en laine. Son regard disait, s'il vous plaît, facilitez les choses. Monsieur, puis-je vous parler dehors un moment? L'homme répondit comme s'il avait une conversation, pas comme s'il confrontait quelqu'un. Non, je reste ici. Stéphane respira, soulagé qu'il n'y ait pas de violence, mais sans perdre sa posture. Je ne fais que suivre les ordres. Je sais, répondit l'homme. Et je te demande de ne pas le toucher. Valérie esquissa un bref sourire impatient. Stéphane, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Sors-les du hall. Sors le garçon d'abord. Stéphane fit un demi-pas envers Lucas, la main ouverte pour paraître moins menaçant. Lucas recula un peu et se colla au mur. Son cœur battait fort dans sa gorge. Il regarda l'homme à la veste en laine comme pour demander la permission de s'effondrer. Et ce fut alors que l'homme dit quelque chose qui n'était pas un cri, pas une menace, mais qui figea Stéphane comme si quelqu'un avait tiré le frein à main. « Stéphane, tu fais toujours les tours avec le passe-partout numéro 7, n'est-ce pas ?» Stéphane cligna des yeux, baissa la main. « Comment le savez-vous » Valérie, notant l'hésitation, durcit sa posture. « Stéphane, ne parle pas, fais-le. » L'homme ne regarda pas Valérie, il regarda directement Stéphane, comme quelqu'un qui donne une instruction simple dans un endroit où les instructions comptent. Avant de le toucher, ouvre le tiroir du comptoir. Valérie tourna instinctivement son corps comme s'il était un bouclier. Il n'y a rien dans le tiroir. L'homme inclina la tête avec calme. Alors ouvre-le. Le hall sembla devenir plus silencieux. Même le piano automatique parut, un instant, jouer plus doucement. Stéphane regarda Valérie attendant sa permission. Valérie serra la mâchoire. Ce tiroir est privé. L'homme fit un pas vers le comptoir sans se presser. Ouvre, Valérie. Et le fait qu'il dise son nom ainsi, sans « madame », sans précaution, sans peur, fut comme une fissure dans son armure. Valérie se figea en entendant son prénom sur les lèvres de l'homme. Son sourire s'évanouit. Elle tenta de récupérer le contrôle par la voix. « Stéphane, sors-les d'ici maintenant. » Stéphane fit un pas vers le garçon, la main ouverte, voulant résoudre les choses sans scandale. Lucas s'appuya encore plus au mur, le regard fixé au sol, comme si le sol était le seul endroit sûr. L'homme à la veste en laine parla doucement et directement. « Ne le touche pas. » Stéphane s'arrêta, l'air mal à l'aise. « Monsieur, je juste. » Ouvre le tiroir du comptoir, interrompit l'homme. Valérie tourna son corps protégeant le meuble. Il n'y a rien là-dedans.
Alors, ouvre-le. La salle plongea dans un silence gênant, pleine de curieux qui feignaient de ne pas être présents. 2 personnes sortirent leur téléphone de leur poche. Monique apparut dans le couloir de service et resta là, agrippant le chariot avec force. Stéphane regarda Valérie. Valérie pinça les lèvres. C'est absurde. L'homme resta calme, presque sans émotion. Tu as déchiré le bon et tu as mis les morceaux là-dedans. Tu l'as fait en pensant que personne d'important ne regardait. Valérie tenta de rire, mais le rire sonna faux. Ah! Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je n'ai pas besoin que tu le saches, répondit-il. Stéphane prit une grande inspiration et, avant que la situation ne s'aggrave, se dirigea vers le comptoir. Valérie tendit le bras pour l'arrêter. Stéphane ne la confronta pas. Il dit simplement, « Madame, j'ai besoin de voir. » Valérie retira sa main raidement. Stéphane ouvrit le tiroir. À l'intérieur, froissés, se trouvaient les morceaux du bon et, au-dessus, un petit papier jeté avec le nom de la fondation imprimé, comme si elle l'avait gardé pour le jeter plus tard. Avec tranquillité, Lucas fit un pas en avant, incrédule. C'est ça. Le visage de Valérie se durcit. Le masque tomba finalement. Ça ne prouve rien. Il n'était pas autorisé à être ici. L'homme pointa le bon sans le toucher. Il a un tampon. Il a une signature. Et il a ta décision de le déchirer. Valérie se tourna vers un couple près du sapin de Noël, tentant de gagner un public. Vous voyez ça? Un étranger tente de contrôler mon travail. Personne ne répondit. Ils restèrent juste à regarder. L'homme parla à Stéphane simplement. Donne-moi ces morceaux. Stéphane les prit et les lui tendit. L'homme rassembla les morceaux dans sa main et les offrit à l'enfant. Lucas les tint comme si c'était de la nourriture. Valérie prit une profonde inspiration et s'exclama avec venin, « Vous êtes content maintenant? Maintenant il va croire qu'il peut tout faire. » Lucas leva le visage pour la première fois. « Je voulais juste déjeuner. C'est tout. » La phrase coupa l'air. Monique, là-bas dans le couloir, ferma les yeux un instant, comme si elle priait sans parole. L'homme se tourna vers Valérie. « Maintenant tu vas faire ce que tu aurais dû faire depuis le début. » Valérie rit court. « Je ne vais pas servir ce garçon ici. » L'homme fit un pas en la regardant dans les yeux. « Tu vas appeler la cuisine. Tu vas faire préparer un bœuf bourguignon et une baguette. Tu vas le mettre sur la table la plus proche et tu vas le faire sans humilier personne. » Valérie lâcha un « non » presque automatique. Alors l'homme sortit simplement une carte noire de sa poche sans ostentation et la posa sur le comptoir, regardant d'abord Stéphane, pas elle. Stéphane la vit. Son visage changea instantanément. Il avala sa salive avec difficulté. Valérie nota le changement et tenta de voir aussi. Quel genre de bêtise est-ce? Stéphane ne répondit pas. Il se tenait là, droit et sérieux, comme jamais auparavant. L'homme parla à voix basse, mais avec gravité. Valérie, le propriétaire du gîte surveille tout. Valérie resta immobile une demi-seconde. Au début, le mot « propriétaire » ne parvint pas à son cerveau. Elle entr'ouvrit légèrement la bouche puis la referma. Elle tenta de rire à nouveau, mais maintenant cela ressemblait à une peur dissimulée. « C'est ridicule, dit-elle, et sa voix s'éteignit à la fin. Stéphane regarda de nouveau la carte comme pour confirmer qu'il ne rêvait pas. Il rangea sa radio avec soin à sa ceinture, comme s'il changeait de posture sans vouloir attirer l'attention. L'homme à la veste en laine ne leva pas la carte ni ne fit de scandale. Il la laissa simplement là, en silence, comme une clé sur une table. « Appelle la cuisine, dit-il. Tout de suite. » Valérie retint son souffle et fit ce que font les gens orgueilleux quand ils commencent à perdre, elle tenta d'attaquer avec supériorité. « Même si vous étiez qui vous prétendez être, ça ne se fait pas ainsi. Il y a un protocole. » « Le protocole est là pour servir les gens, » répondit-il, « pas pour les écraser. » Valérie se tourna vers le comptoir, prit le téléphone interne d'une main tremblante et composa. Elle tenta de paraître douce, mais sa voix sortit râpeuse. « Cuisine. J'ai besoin d'un bœuf bourguignon et d'une baguette. Maintenant. »
Elle raccrocha énervée et regarda Lucas comme si c'était sa faute. « Assieds-toi là et ne touche à rien, dit-elle. Lucas ne bougea pas. Son corps semblait se méfier même de l'air. Monique s'approcha comme si elle ne supportait plus de regarder de loin. Elle vint lentement avec le chariot et s'arrêta près du garçon. « Allez, fils, chuchota-t-elle. Assieds-toi. » Lucas suivit sa voix. Il marcha jusqu'à la table la plus proche, près d'une fenêtre avec un rideau épais. Il s'assit au bord de la chaise sans s'adosser, comme si on allait le jeter dehors à tout moment. La salle recommença à respirer, mais n'était pas revenue à la normale. Il y avait des gens qui regardaient trop, feignant trop peu. Il y avait ce goût persistant de quelque chose de mauvais qui venait d'être mis en lumière. Valérie s'approcha du comptoir et commença à manipuler la tablette avec force, comme si l'appareil était le coupable. Mais son regard revenait sans cesse vers l'homme. « Monsieur, voulez-vous que je m'excuse aussi » plaisanta-t-elle en tentant de sauver sa face par l'ironie. L'homme ne mordit pas à l'hameçon. « Je veux que tu arrêtes de faire ça. » Valérie plissa les yeux. « Ça quoi ? Choisir. Qui mérite d'être traité comme un être humain. » Silence. Même le petit piano semblait ennuyé. Le repas arriva trop vite pour être vrai. Un plat de bœuf bourguignon fumant, riche et odorant, accompagné d'une baguette croustillante. Monique l'apporta parce que Valérie n'allait pas le porter de l'autre côté du couloir. Monique le posa avec soin devant Lucas comme si c'était un cadeau. Lucas regarda, ne toucha pas. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il se retint. Il prit la fourchette, mais sa main tremblait. Monique s'assit une seconde sur la chaise à côté de lui, juste pour qu'il ne se sente pas seul. « Vas-y, dit-elle à voix basse, avant que ça refroidisse. » Lucas prit la première bouchée comme s'il faisait quelque chose d'interdit. Il mâcha lentement. Son visage se détendit un peu et cela fit mal à voir, car cela montrait à quel point il en avait besoin. L'homme à la veste en laine resta près de la colonne sans trop s'approcher. Il voulait que l'enfant mange sans se sentir comme une bête curieuse, mais la vie ne le permit pas. Valérie, depuis l'arrière du comptoir, prit son portable et tapa rapidement. Puis elle composa un autre numéro, reculant un peu et parlant à voix basse, mais son visage la trahissait. Elle appelait quelqu'un au-dessus d'elle. L'homme ne l'arrêta pas, il attendit simplement. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une femme âgée et élégante, les cheveux tirés et vêtue de sombre, en sortit. Ce n'était pas une cliente, c'était une visite. Elle marcha directement au comptoir sans regarder les lumières de Noël ni personne. Valérie soupira presque de soulagement. « Madame Marie, Dieu merci. » La femme leva la main et coupa Valérie sans effort. « Ne m'appelle pas Dieu merci. Dis-moi, que s'est-il passé ?» Valérie signala du menton rapidement. « Ce garçon a essayé d'entrer avec un faux bon et cet homme cause des troubles. » Marie se tourna vers l'homme à la veste en laine. Son regard était perçant, elle l'évalua de la tête aux pieds et alors elle reconnut quelque chose, pas exactement son visage, mais son attitude, sa façon de rester silencieux et de dominer l'ambiance sans élever la voix. Marie avala sa salive avec force. « Pierre » demanda-t-elle à voix basse comme si elle ne voulait pas se tromper. Valérie se figea. Stéphane se raidit. Monique cessa de respirer une seconde. L'homme acquiesça simplement. « Bonjour, Marie. » Marie ne sourit pas. Ce n'était pas le moment. « Tu ne m'as pas prévenu que tu viendrais. » Je ne suis pas venu pour être accueilli. Je suis venu pour voir. Marie jeta un regard rapide vers la table où mangeait Lucas, tout petit, les deux mains sur ses couverts, comme si on pouvait lui arracher ce plat à tout moment. Ensuite, elle regarda le tiroir du comptoir qui était encore légèrement ouvert. « Valérie, dit Marie sans élever la voix, ouvre ce tiroir. » Valérie tenta de parler, mais... « Ouvre-le. » Valérie l'ouvrit. Marie vit les morceaux de papier, les objets jetés, le tampon de la fondation. Elle n'eut besoin de rien d'autre. Marie referma le tiroir lentement et quand elle regarda Valérie, ce n'était pas une colère théâtrale, c'était de la déception. Et la déception est plus dangereuse. Tu as déchiré son bon. Valérie tenta de se défendre en trébuchant sur ses mots. Je protégeais le gîte. Cet endroit a besoin de standards. Les gens.
Marie fit un pas de plus. Le standard du gîte, c'est la dignité. Valérie pâlit. Sa bouche tremblait, mais elle ne pouvait s'empêcher de creuser. Ce n'est qu'un enfant de la rue. Ce n'est pas un refuge ici. La phrase sortit trop fort et ce fut à ce moment que Lucas cessa de mâcher. Sa fourchette resta suspendue en l'air. La nourriture perdit sa saveur. Toute la salle l'entendit. L'homme à la veste en laine ferma les yeux un instant. En les ouvrant, son regard devint plus froid, non par haine, mais par décision. Marie se raidit. Son visage changea. Répète ça, Valérie. Valérie se rendit compte qu'elle était allée trop loin. Elle tenta de reculer. Je voulais dire. Marie, je ne le permettrai pas. Tu ne vas pas humilier quelqu'un d'autre ici. Lucas baissa la tête et continua de manger, mais maintenant avec hâte, comme quelqu'un qui sait que la paix ne dure pas longtemps. Pierre le regarda et dit presque assez fort pour que l'enfant l'entende, « Tranquille, personne ne peut te l'enlever aujourd'hui. » Et Valérie, en voyant Marie aux côtés de Pierre, commença à comprendre que ce n'était pas juste une réprimande, c'était la fin de quelque chose. Et elle n'avait encore aucune idée de la gravité de la chose. Valérie pâlit quand Marie dit « Pierre ». Le nom tomba sur le comptoir comme une pierre. Stéphane se redressa. Monique agrippa le chariot avec force et tout le hall qui avant avait faim de ne pas voir commença à voir trop. Marie ne fit pas de scandale, elle regarda juste le tiroir, le papier déchiré, le tampon de la fondation. Puis elle regarda Valérie, un seul regard de ceux qui n'ont pas besoin de mots. Valérie tenta de se justifier, mais ses mots sortirent maladroitement et alors elle lâcha la phrase de trop forte, trop laide. Elle appela le garçon, enfant de la rue, comme si cela niait son droit d'exister ici. Lucas s'arrêta, la fourchette en l'air. Le plat fumait encore, mais son visage se glaça. Il ne pleura pas. Il se recroquevilla simplement à l'intérieur, comme quelqu'un qui l'a entendu tant de fois que son corps a appris à ne pas réagir. Pierre prit une grande inspiration et ne s'approcha pas de Valérie, il s'approcha de la table. Il s'inclina légèrement en avant sans s'imposer et écarta une chaise sur le côté, faisant de la place. « Viens, dit-il doucement, lentement. » Lucas mâchait difficilement au début, mais continua. Il avait l'épaule rigide, comme s'il attendait encore qu'on le jette dehors. Monique était proche sans rien dire, simplement présente. Marie était derrière le comptoir, elle prit le téléphone interne et composa un numéro court. « Demande un café et appelle les ressources humaines. » C'est tout ce qu'elle dit. Valérie écouta et tenta de s'accrocher au comptoir comme si le sol tremblait. Elle tira sur son badge avec le doigt, l'ajustant comme si cela pouvait la sauver. Puis elle tenta de sourire à Marie, un sourire faux et désespéré. Marie ne le lui rendit pas. Pierre, toujours près de l'enfant, regarda autour de lui. Il vit qu'on rangeait les portables rapidement. Il vit des regards qui se détournaient. Il vit la honte d'autrui, cette honte qui arrive toujours trop tard. Lucas continua de manger. Une bouchée, puis une autre. À la moitié, il s'arrêta et s'essuya la bouche avec la serviette, comme il avait vu faire les gens dans les restaurants, tentant d'imiter la bonne conduite. Ce détail fit mal. Pierre s'en rendit compte, il enleva sa veste en laine et la plaça sur le dossier de la chaise du garçon comme pour lui dire « Tu es ici chez toi ». Sans rien expliquer, Marie s'approcha de la table. Elle ne parla pas à Lucas comme s'il était fragile, elle lui parla comme s'il était quelqu'un. « Tu aimes le bourguignon » demanda-t-elle simplement. Lucas hésita une seconde, méfiant. « J'aime bien. » Marie acquiesça. « Alors il y en aura encore. » Elle retourna au comptoir. Valérie tenta de lui parler, mais Marie passa tout droit. La gérante était là, plus petite que d'habitude, avec toute la salle comme miroir. Quelques minutes plus tard arriva un plateau avec du café, de l'eau et du pain. Marie plaça lentement une autre chaise près de Lucas. Pierre resta debout en silence, observant l'environnement comme quelqu'un observant une plaie ouverte. Monique laissa finalement échapper un soupir. Lucas termina la moitié de son assiette et seulement alors sembla se rappeler qu'il était vivant. Sa main cessa de trembler. Il respira profondément. Mais le pire était encore à venir, car Valérie, en silence, commença à rassembler ses affaires sur le comptoir, non par humilité, mais par panique. Elle manipula la tablette, prit un carnet,
rangea un stylo et ce faisant, heurta une enveloppe cachée derrière l'écran. L'enveloppe tomba au sol et s'ouvrit. Plusieurs bons identiques à celui de Lucas glissèrent. Plusieurs, certains intacts, d'autres froissés, certains avec des noms écrits au stylo. Monique regarda et comprit instantanément. Ce n'était pas une erreur qu'elle avait commise aujourd'hui. C'était une habitude. Stéphane le vit aussi. Il resta là sans savoir s'il devait ramasser ou feindre de ne pas voir. Marie s'approcha, prit l'un des billets, lut un nom, puis un autre. Son visage se durcit authentiquement. Ce n'était plus de la déception, c'était une certitude. Pierre dirigea le regard de l'enfant vers l'enveloppe au sol, mais ne laissa pas Lucas voir le contenu précis tout de suite. Il recula simplement un peu la chaise, bloquant l'angle. « Continue de manger », dit-il à voix basse. Lucas obéit. Marie prit l'enveloppe et la tint comme si c'était une preuve de quelque chose de sale. Valérie tenta de la récupérer. Marie ne le permit pas. La main de Valérie resta en l'air, vide, tout comme l'avait été la main de l'enfant auparavant. Et alors, sans crier, sans faire d'esclandre, Marie montra la porte latérale, la porte de service. Valérie comprit, et comprit aussi qu'il ne s'agissait pas seulement de Lucas, il s'agissait de toutes les autres notes qu'elle avait effacées sans que personne ne les voie. Lucas posa sa fourchette dans l'assiette et respira soulagé une seconde. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette seconde de soulagement était la dernière avant que tout ne bascule. Marie tenait l'enveloppe comme une ordure qui venait d'apparaître sur la table. Elle n'éleva pas la voix, elle regarda simplement Valérie et montra de nouveau la porte de service avec fermeté, sans hâte. Valérie tenta de garder sa contenance, agrippa son sac, arrangea ses cheveux, feignit de dire « je pars quand je veux ». Mais ses talons ne sonnaient plus pareil, maintenant c'était une hâte dissimulée. Elle fit 2 pas et s'arrêta parce qu'elle se rendit compte que tous avaient vu l'enveloppe au sol, avaient vu les billets, avaient vu trop de choses. Lucas continua de manger, mais avec l'air de celui qui n'arrive pas à croire qu'il le peut, la fourchette allait et venait lentement. Il évitait de regarder le comptoir, évitait de regarder les gens. Il voulait juste finir avant que quelqu'un ne change d'avis. Monique était proche comme un mur protecteur. Stéphane ne savait pas où mettre ses mains et Pierre, en silence, semblait compter autre chose. Pas seulement ce qui est arrivé à Lucas, mais combien de fois cela s'était déjà produit. Marie alla derrière le comptoir et ouvrit le système sur la tablette. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une vérification. Elle passa rapidement le doigt dessus, comme si elle connaissait déjà le chemin. Elle fit signe à Stéphane. « Combien d'entrées y a-t-il aujourd'hui pour la fondation ?» demanda-t-elle sèchement. Stéphane s'approcha en regardant l'écran, 12, je crois. Marie ne répondit pas, elle ouvrit simplement un autre écran, une autre liste. Son visage se durcit encore plus. Dans la cuisine, quelqu'un ouvrit une porte et un homme en tablier, le crâne rasé et un visage qui semblait avoir tout vu, sortit. Nicolas, le chef de cuisine, arriva en marchant vite parce que quelqu'un avait appelé le personnel et la cuisine en même temps et ce n'est jamais bon signe. Marie montra l'enveloppe. Nicolas regarda et sa bouche se ferma en une ligne droite. C'était ici ? Marie acquiesça. Nicolas respira comme s'il ravalait sa propre colère. J'ai envoyé de la nourriture pour 12. Les plats sont revenus pour 6. Je pensais que c'était une annulation, un changement d'horaire. Il s'arrêta et regarda Valérie, qui était déjà près de la porte de service. Je pensais que c'était une consigne. Valérie tenta de parler, mais sa voix ne sortit pas avec force. Marie ne laissa pas cela se transformer en discussion, elle fit simplement un geste à Nicolas. Vérifie la liste. Maintenant Nicolas se dirigea vers la table la plus proche avec l'enveloppe à la main, l'ouvrit et commença à séparer les billets par date et nom. C'était un schéma récurrent, ce n'était pas une erreur, c'était une méthode. Lucas, sans le vouloir, leva les yeux et vit un nom écrit au stylo sur l'un des billets par-dessus l'épaule de Nicolas. Son visage changea. Ce ne fut pas de la surprise, ce fut un choc. Il avala sa nourriture sans bien mâcher et se leva de la chaise avant même de finir son plat. Monique s'en rendit compte et lui agrippa le bras. « Hé, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a ?» Lucas pointa du doigt en tremblant. « Ce nom. » Monique regarda, confuse. « Qui est-ce, Lucas ?» Il parla presque en silence.
C'est celui de Léo. Pierre entendit « Léo » et regarda le garçon. Qui est Léo? Lucas était déjà pâle. Un garçon qui reste avec moi. Il est dehors en train d'attendre. Il a dit que je devais entrer en premier parce que je me sentais plus mal. La phrase s'interrompit. Son bon est là. Donc elle l'a renvoyé aussi. Monique lâcha un « oh » doux comme si on l'avait frappé. Marie arrêta ce qu'elle faisait. Nicolas posa un billet et regarda l'autre, confirmant. Pierre tourna lentement le visage vers la porte à tambour. Dehors, le vent soufflait et la vitre tremblait légèrement. Les gens passaient avec leurs manteaux boutonnés à toute vitesse. Lucas marchait déjà. Il ne demanda pas la permission. Il n'attendit pas. Son corps choisi pour lui-même. Lucas appela Monique, mais il était déjà parti. Il traversa le hall trop vite pour sa taille. La porte à tambour pivota et avala le garçon. Pierre partit après lui juste à temps. Il ne courut pas comme un héros, il courut comme quelqu'un qui se rend compte trop tard. Monique resta glacée. Marie laissa tomber l'enveloppe sur le comptoir. Voyant une opportunité, Valérie tenta de disparaître par l'entrée de service. Stéphane fit un pas pour bloquer le passage sans violence. Il le ferma simplement avec son corps. « Pas maintenant, madame, dit-il à voix basse. » Valérie serra son sac contre sa poitrine et regarda autour de la pièce cherchant un endroit pour s'échapper. Il n'y en avait aucun. Dehors, le froid fouettait le visage de Lucas. Il chercha désespérément, balayant le trottoir du regard. Il vit Léo près de l'arrêt de bus, recroquevillé, les mains dans les poches et une casquette enfoncée. Léo devait avoir environ 12 ou 13 ans, mais paraissait encore plus petit tant il était maigre. En voyant Lucas, il haussa les sourcils, un soulagement fugace qui se transforma en doute en voyant son visage. Lucas faillit trébucher sur lui. « Ton billet était là. » « Elle l'a gardé ?» dit-il à bout de souffle. « Tu es resté ici tout ce temps ?» Léo haussa les épaules comme si c'était normal. « J'ai attendu. »« Tu es entré, c'est vrai ? Tu as mangé ?» Lucas acquiesça, mais son visage se tordit comme si la réponse lui faisait mal. « Je suis venu t'appeler. Viens avec moi. Il y a un homme qui a tout vu. On va. » Il s'arrêta parce qu'il remarqua que Léo tremblait, pas d'émotion, de froid, de faim. Lucas prit la veste en laine que Pierre avait laissée sur la chaise et la mit sur les épaules de Léo sans réfléchir. Léo tenta de refuser, poussé par son instinct de rue. « Non, non, garde-la. »« Tais-toi » lâcha Lucas sans grossièreté, juste avec urgence. « Viens. » Léo fit un pas, puis un autre. Et à ce moment le monde fit un tour cruel. La faiblesse de Lucas, qu'il avait cachée par honte, revint le tourmenter. L'enfant cligna des yeux avec force, comme si la lumière s'était intensifiée. Le trottoir sembla se dérober sous ses pieds. Il tenta de faire un autre pas, mais ne put. Pierre sortit par la porte à tambour et vit de loin Lucas avec la main tendue, la veste sur les épaules de l'autre garçon et son corps se pliant comme du papier mouillé. Lucas fut le premier à tomber à genoux. Ce ne fut pas un drame, ce fut un cas de déconnexion. Léo tenta de le retenir, mais il était trop léger. Lucas. Et Léo le secoua en sursautant, sans savoir quoi faire. Pierre arriva vite et s'agenouilla dans la rue. Là même, sans se soucier de qui regardait, il souleva l'enfant avec précaution, comme on tient du cristal brisé. Lucas ne répondit pas, la bouche légèrement ouverte et le visage pâle. À travers la vitre du gîte, Monique vit tout et porta la main à sa bouche. Marie resta là avec l'enveloppe encore sur le comptoir, comme si elle comprenait à l'instant la véritable ampleur de ce qui s'était passé. Et Valérie, depuis l'intérieur, vit le propriétaire agenouillé au sol à cause d'un garçon qu'elle avait traité de moins que rien. Pierre souleva Lucas dans ses bras là même sur le trottoir, ignorant les regards et le froid. Il entra par la porte à tambour avec l'enfant inerte contre lui. Le hall, qui auparavant avait été étincelant, se transforma en couloir d'hôpital pour une minute. Des pas rapides, des gens s'écartant, le petit piano jouant une chanson stupide que personne ne voulait entendre. Marie était déjà aux commandes, elle ne cria pas, elle pointa juste du doigt. Monique courut et ouvrit la porte de service.
Nicolas apparut avec un torchon et une tasse d'eau tiède. Stéphane maintint la porte fermée pour éviter une scène publique. Lucas fut allongé dans une petite salle simple près de la cuisine où ça sentait le bouillon et le pain. Monique lui humidifia les lèvres avec douceur. Léo entra juste derrière lui, tremblant de froid, avec la veste en laine sur les épaules. Il resta là sans savoir s'il avait même le droit de respirer. Lucas cligna des yeux et se tourna lentement, comme s'il revenait de loin. Il ouvrit la bouche. « Léo est là ?» demanda-t-il. « Il est là », répondit Monique. Et rien que cela fit que l'enfant se détendit un peu. Marie apparut avec un bol de soupe chaude et le mit dans la main de Léo. Il tenta de refuser par fierté, mais sa main tremblait trop. Il finit par accepter, avalant sa salive comme s'il s'excusait d'être en vie. Sur le comptoir, l'enveloppe gisait ouverte comme une plaie. Des billets avec des noms, beaucoup, différentes dates, des tampons authentiques, une liste complète de personnes qui avaient été effacées en silence. Marie montra à Pierre une feuille pliée qui était proche, tachée de café, des notes courtes et froides écrites pour ne pas laisser de traces, éviter l'entrée par le hall. Maintenir l'image. Jeter les entrées. Sans exception. Pierre la regarda avec l'expression vide de celui qui comprend trop tard. Valérie tenta de sortir de nouveau par la porte de service, mais Stéphane lui ferma le passage sans la toucher. Marie montra simplement un coin du hall loin des clients et fit attendre Valérie là, petite, sans son estrade. Dans la petite salle, Lucas pouvait déjà s'asseoir. Il regarda la soupe dans la main de Léo et ensuite regarda Pierre avec méfiance, comme s'il s'attendait encore à être expulsé. Pierre ne promit rien, il resta simplement là silencieux, comme quelqu'un qui décide avec son corps. Monique se pencha vers Marie et lui parla doucement et rapidement. Ce n'était pas la première fois. J'ai vu des enfants partir d'ici sans manger. Et elle disait toujours que c'était expiré. Marie ferma les yeux une seconde, comme si elle rassemblait les pièces du puzzle. Et au milieu de ce silence, Léo se leva avec le bol à la main et s'approcha de Valérie. Pas pour discuter, juste pour lui rendre la veste en laine pliée qu'il croyait être la sienne. Valérie regarda la veste comme si c'était une accusation. Puis elle se pencha et chuchota quelque chose rapidement au garçon en se cachant la bouche avec la main. Léo se figea, son visage se durcit. Pierre les vit de loin, fit un pas vers eux. Léo, avec la veste dans les mains, regardait Pierre comme s'il devait décider de quel côté il était quand il avait faim. Léo n'accepta pas le chuchotement de Valérie, il secoua simplement la tête avec fermeté et s'éloigna, mais la phrase s'était plantée comme une écharde. Il retourna dans la petite salle et laissa lentement la veste sur la chaise. Lucas vit son visage et comprit que quelque chose s'était passé. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Lucas à voix basse. Léo ne répondit pas, il s'assit simplement et mangea le reste de la soupe rapidement, comme si le temps était son ennemi. Dans le hall, Marie ne discuta pas avec Valérie, ne la gronda pas comme il se doit, elle prit simplement le badge de gérante avec 2 doigts, l'enleva de son col et le laissa sur le comptoir. Le col de Valérie était nu, sans le symbole qu'elle portait comme une armure. Elle tenta de parler. Tenta de s'expliquer. Tenta de blâmer les standards, les règles, l'image. Marie ne la crut pas. Nicolas apparut avec un porte-bloc et commença à séparer les billets par nom. Stéphane nota tout en silence. Monique était proche, la fixant, comme si c'était la première fois que quelqu'un la croyait enfin. Pierre s'approcha de la table où avait eu lieu l'humiliation et remit la chaise du garçon comme s'il ordonnait quelque chose de simple. Il laissa là une serviette pliée, un verre, une assiette propre, pas comme une charité, mais comme un signal. Cette table existe. À l'intérieur, Lucas respirait déjà mieux. Monique lui enveloppa les épaules avec une couverture. L'enfant regarda vers la cuisine avec un éclat spécial dans les yeux. Ça sent bon. Il lâcha ça presque sans vouloir. Nicolas entendit et regarda en arrière. Tu veux voir comment on fait le pain ? Demanda-t-il sans affection exagérée, avec naturel. Lucas acquiesça comme s'il tenait un rêve dans la main. Plus tard, quand il n'y eut plus de public, Valérie traversa la porte de service avec son sac serré contre sa poitrine et partit sans applaudissement. Dans le couloir, elle croisa Léo et laissa tomber un billet de banque plié au sol comme un appât. Léo regarda le billet, regarda la porte, regarda Lucas dans la salle, et dans une impulsion ramassa le billet, pas pour le garder, mais pour l'apporter directement à Pierre,
comme preuve qu'il continuait d'essayer de corrompre même après que tout soit fini. Il marcha rapidement dans le couloir avant que quelqu'un ne puisse l'appeler. Léo arriva avec le billet dans la main tendue en guise de dénonciation. Pierre ne le prit pas tout de suite, il regarda simplement le visage du garçon et comprit le reste. Le billet n'était pas le pire était l'habitude. Pierre plia le billet et le plaça au-dessus de l'enveloppe, comme s'il fermait un cycle avec un poids dessus. Marie appela Léo et Lucas sans cérémonie. Elle les emmena tous les deux à la cuisine, loin du hall, loin des vitrines, là où personne n'avait besoin de feindre. Nicolas mit 2 assiettes sur le plan de travail et apprit à Lucas à couper le pain lentement. Monique lui montra où on se lavait les mains et où on rangeait le tablier. De petites choses anciennes, des choses que les gens apprennent d'un lieu par les gestes. À la fin de la journée, Marie emmena les entrées dans un bureau et fit une brève déclaration, une collaboration avec la fondation par écrit, sans possibilité de refus. La table du hall resterait, mais sans pancarte, sans publicité, sans jolies photos, juste de la nourriture et du respect. Valérie ne revint pas. Son badge resta sur le comptoir jusqu'à la fin de son service. Un rappel silencieux que le pouvoir sans caractère ne dure pas longtemps. La semaine suivante, Lucas arriva tôt à la fondation, fraîchement douché et coiffé. Léo arriva, encore méfiant, regardant autour de lui. Nicolas leur donna 2 tabliers simples. Ce n'était pas un cadeau, c'était une invitation. Lucas apprit à servir le bouillon à 2 mains sans le renverser. Léo apprit à porter un plateau et à ne pas s'excuser d'occuper de l'espace. Monique riait rarement, mais quand elle le faisait, c'était sincère. Un mois plus tard, un client se plaignit silencieusement dans le hall, regardant la table d'un mauvais œil. Le nouveau gérant répondit simplement avec calme, « Ici, personne qui a faim n'est invisible. » Et il continua de travailler comme si c'était la chose la plus normale du monde, parce que c'est ainsi que cela aurait toujours dû être. Un jour, Lucas posa une assiette sur la table et vit un enfant plus petit que lui avec le même regard de « Je peux ?» Lucas lui avança sa chaise tout comme on lui en avait avancé une, sans discours, sans honte. Il suffit d'un seul geste pour changer la vie de quelqu'un quand le monde entier préfère passer son chemin. Et c'est le message de cette fin. Vous n'avez pas besoin d'être important pour faire ce qui est juste, mais quand quelqu'un d'important le voit, la vérité éclate plus vite au grand jour. Cependant, à la fin, ce qui vous sauve vraiment, c'est l'essentiel, la dignité, du pain frais et une main tendue au bon moment.